Il y a une dizaine de jours, on vous avait fait une vidéo sur la propagande de guerre mise en place en France concernant la guerre en Palestine après les attaques du Hamas du 7 octobre. À ce moment-là, rappelle-toi, l'essentiel de la propagande de guerre était orienté sur les massacres du Hamas et sur le fait de devoir les condamner. Plus de 700 morts, plus de 2000 blessés selon un dernier bilan. Quel est votre degré de condamnation de l'attaque qui a visé Israël ce week-end ? Vous avez tergiversé, le fait de ne pas condamner, de ne pas qualifier de terroriste le Hamas. Monsieur Guiraud n'a pas jugé bon de condamner comme une organisation terroriste le Hamas. Et c'est la France insoumise qui était au centre de toutes les critiques puisqu'elle refusait d'appeler le Hamas comme un groupe terroriste. Tous les médias ne parlaient que de ça, demandaient constamment aux politiciens de se positionner par rapport à la France insoumise, etc. Fabien Roussel, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Fabien Thomas Roussel. Soto. Pendant que le monde est sidéré par les attaques terroristes qui ont frappé Israël, une partie de la gauche française, elle, se déchire et fait de la sémantique. On vous entend soupirer. Oui, parce que l'heure n'est pas assez polémique, stupide, stérile. Aujourd'hui, l'heure est à la condamnation unanime. Autant de façons de ne jamais parler de l'histoire coloniale qui a précédé le 7 octobre et de ne pas parler de ce que l'armée israélienne faisait et préparait contre la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, la situation est différente, donc on va faire une petite mise à jour. Car en effet, il y a une nouvelle donne concernant la propagande de guerre et c'est très simple à comprendre. Depuis le 7 octobre, on assiste de la part de l'État israélien à plus d'une dizaine de milliers de bombardements visant des hôpitaux à plusieurs reprises, des camps de réfugiés à plusieurs reprises, des écoles de l'ONU à plusieurs reprises, des quartiers résidentiels, des universités, des ambulances, des convois humanitaires, des journalistes, des bâtiments de presse internationale et même l'Institut français à Gaza. Se rajoutent à ça des bombes au phosphore blanc régulièrement lancées, un camp de torture de 3000 Palestiniens en Israël renvoyés sous les bombes à Gaza, un blocus quasi total de l'enclave menant à de graves pénuries de nourriture, d'eau, de carburant, rendant impossibles les soins, propageant des épidémies mortelles pourtant évitables, puis le blocage de l'aide humanitaire au sud, au niveau du poste de frontière de Rafah, et enfin le projet de déplacement de 2 millions de personnes hors de leur terre dans les pires conditions humanitaires à Gaza et en Cisjordanie. Et avec ça circulent des centaines de vidéos de Palestiniens pleurant leur mort, d'hôpitaux surchargés avec des gosses blessés posés au sol, d'hommes, de femmes et d'enfants coincés dans les décombres et les scènes de carnage qui suivent les bombardements. Et ça, jour après jour, sans interruption. 10 000 personnes assassinées directement, dont des milliers d'enfants, sans compter les blessés, sans compter la vague aussi des morts qui va arriver suite aux privations, notamment au niveau de la santé. Donc là, parler du droit de défense d'Israël le 7 octobre n'a évidemment rien à voir avec ce même droit de se défendre d'Israël aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé. Il devient évident que l'urgence, c'est qu'à défaut d'avoir empêché le massacre du Hamas, qu'on soit capable au moins d'arrêter le massacre de l'État israélien. Donc face à cette évidence, face à cette réalité, il y a des stratégies mises en place par la propagande en France. Celle, dès le début, consistait à nier les évidences, à minimiser ou à contester les faits. Pour ça, s'attaquer à la France insoumise, c'était pratique. On ne parlait pas de l'État israélien, mais de Mélenchon, tranquille, les mains dans les poches. Mais maintenant, c'est bien plus compliqué de faire comme si de rien n'était, surtout que petit à petit, de plus en plus de monde ont pris position contre les massacres israéliens. Déjà de la part des gouvernements étrangers, bon, si la critique du gouvernement russe ne va pas faire trembler les idiocrates, eh ben celui du gouvernement espagnol, rompant ses relations diplomatiques avec l'État israélien et demandant à la Cour pénale internationale de juger Netanyahou pour crime de guerre, c'est déjà un peu plus impressionnant, comme le nombre toujours accru de pays d'Amérique latine qui rappellent leur ambassadeur. Un mouvement qu'on voit aussi aux Nations Unies où des résolutions symboliques de cessez-le-feu ont accueilli un large soutien des différents États et qui n'a pas été validé juste à cause d'un droit de veto d'abord français, anglais et états-unien, puis états-unien seulement. Donc là, c'est pas juste Mathilde Panot qui galère en conférence de presse, c'est aussi des États rassemblés aux Nations Unies, mais aussi des organisations internationales qui petit à petit constatent les faits et rentrent un petit peu dans le jeu. L'ONU joue un rôle majeur en ce moment. Elle critique et documente les massacres, dénonçant les bombardements sur les écoles, sur les hôpitaux, dénonçant le blocus, envoyant sur place des hauts cadres qui constatent l'horreur, enchaînant les prises de parole très fortes, parlant rapidement de crimes de guerre, puis de nettoyage ethnique, puis de génocide, au fur et à mesure qu'il est devenu clair que le gouvernement israélien ira jusqu'au bout pour conquérir le reste de
la Palestine. Se rajoute à ça aussi Reporters sans frontières, faisant le compte des journalistes assassinés, allant eux aussi devant la Cour pénale internationale. Médecins du Monde qui parlent de gamins amputés sans anesthésie et dénoncent le manque de médicaments causé par le blocus de l'État israélien. Amnesty International qui documente précisément la situation, parlant des catastrophes sans précédent, prouvant l'usage de phosphore blanc par l'armée israélienne. La Croix-Rouge qui parle de la situation critique des hôpitaux. De même pour Human Rights Watch, qu'on avait critiqué trop facilement dans un précédent short, qui aujourd'hui multiplie les rapports d'enquête et partage la parole de journalistes expliquant le crime de bombarder une enclave sans solution de sortie pour les civils. De même que certains journalistes qui ne peuvent en réalité que constater la situation. C'est des journalistes de l'AFP qui ont documenté les camps de torture des travailleurs palestiniens en Israël. C'est les journalistes qui ont bien confirmé que l'usage du mot terroriste ne permet pas de penser la situation. C'est les journalistes qui confirment les chiffres des morts dans la bande de Gaza, disant qu'ils sont historiquement fiables et qu'à défaut de pouvoir compter les morts vu que les journalistes sont bombardés, ils peuvent au moins constater l'ampleur du massacre. Il y a même un article de Blas qui est sorti récemment qui montre que dans les rédactions, ça râle. Le très pro-État israélien BFM TV fait face à des contestations de journalistes en interne sur la ligne qui est jugée trop partisane et belliqueuse et qui est imposée par le patron de presse Drahi et ses sbires de rédac-chef. L'Arcom, la très gruyéreuse autorité de régulation des médias, a même été saisie pour les multiples débordements sur les plateaux télé français. Donc encore une fois, c'est pas Mathilde Panot qui galère en conférence de presse, ce sont les États rassemblés aux Nations Unies, l'ONU, les plus grandes organisations humanitaires et un grand nombre de vrais journalistes qui viennent par leur travail, par la constatation des faits, contrer la propagande de l'État israélien et de l'État français, point par point, et qui ramènent toujours sur le tapis, jour après jour, la réalité de ce qui se passe en Palestine. Donc face à cette nouvelle situation, que vont faire les patrons de presse, les rédac-chefs, les éditocrates et tous ces connards-là pour essayer quand même de mettre en avant la ligne officielle du gouvernement et de la bourgeoisie française? Eh bien, ils vont tenter ce genre de truc. Il y a sans doute de la pédagogie à faire sur le fait que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Et ça, quand on y pense, en vérité, c'est le seul discours possible quand tu veux défendre la guerre du gouvernement israélien. Comment justifier la mort de 10 000 civils en disant qu'ils ne sont pas humains, qu'ils ne méritent même pas notre empathie. Ce qui fait que naturellement, jour après jour, ces éditocrates qui faisaient la morale humaniste il y a encore quelques semaines se retrouvent dans des scènes incroyables où ils méprisent la souffrance de Palestiniens qui ont vu d'abord leur maison être détruite par des bombardements, puis leur camp de réfugiés être bombardé par l'armée israélienne. Et dans cette même émission, ils sont enthousiasmés par un TikTok de l'armée israélienne. Voilà, des moments de vie et d'humour également. Et donc c'est de la communication moderne, c'est du TikTok. Mais voilà, il y a de l'espoir, il y a des gens qui dansent, qui paraissent heureux au moins un moment. Et donc c'est pas mal fait. La télé ne fait pas un travail d'information. Ils ne parlent pas de la guerre, ils parlent juste d'une partie de la guerre, ceux qui les arrangent. Ils ne parlent pas de toutes les catastrophes en cours à Gaza, ou quand ils en parlent, à chaque fois, ils les désamorcent. Parce que pour eux, des Arabes morts ne méritent pas notre empathie, même quand ce sont des enfants. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Fourest, relayé par Enthoven, couvert par Conspitruc, quel magnifique symbole de ce qu'est devenu aujourd'hui la télévision française. C'est toute la meute des chiens de garde de la bourgeoisie française, des francs-tireurs sous assistance financière qui rappliquent comme un seul homme. Et c'est là où tu te dis, ah d'accord, ça sert à ça en fait, le fond Marianne. Et évidemment, moi quand je vois ça, je trouve ça grotesque, je trouve ça méprisable, vraiment. Mais encore une fois, moi, j'ai pas de grand lien avec la Palestine. Ce que je vois, c'est que tous les jours sur mon téléphone, il y a des images de gamins qui crèvent, de gens sous les décombres. C'est ça mon rapport avec la guerre en Palestine. Mais il y a combien d'Arabes français parmi vous qui regardent les vidéos du Canard, d'ailleurs, qui ont un lien
avec la Palestine un lien politique, émotionnel fort et qui ont même peut-être directement des personnes qu'ils connaissent qui habitent dans la bande de Gaza? Combien sont profondément, intimement attachés à la guerre et aux injustices qui se passent dans la bande de Gaza et en Cisjordanie? Cette politique de vouloir totalement dissocier la valeur d'un Palestinien avec celle d'un Israélien, médiatiquement en permanence, c'est aussi une politique de création de la colère, de la rage et de l'injustice encore et encore. C'est rapporté en France le feu de la guerre en Palestine en espérant qu'il se propage et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais avant ça, il faut qu'on voit que cette logique-là du deux poids deux mesures, on la retrouve aussi au niveau de l'État. Darmanin criminalise les propos de merde sur des gosses tués par le Hamas, par exemple. Ok, d'accord, mais il laisse faire publiquement les pro-État israéliens qui chantent joyeusement la mort des gosses palestiniens. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas trop d'enfants dans les écoles à Gaza? Parce qu'on a tué tous les enfants. Darladila-dada, et il n'y a plus rien dans les classes. Darladila-dada, ils vont finir sous les encombres. Darladila-dada. Donc ça a été largement commenté, mais posons-nous la question. Pourquoi Darmanin fait-il ça? Pour comprendre en partie ça, il faut revoir un petit peu par exemple le scandale des croix juives bleues, tu en as peut-être déjà entendu parler. Des dizaines ont été taguées à Paris. Darmanin réagit très rapidement à son habitude et dit que c'est la faute de la gauche et des musulmans. Sauf qu'à ce moment-là, Darmanin sait ce que nous saurons que 5 jours plus tard, à savoir que les auteurs de ces croix sont des immigrés moldaves et surtout que leur action a été commandée par une personne tierce. L'État avancera la théorie d'une ingérence russe, puis on apprendra qu'il s'agissait d'un homme d'affaires moldave dont les croix bleues était un soutien à l'État israélien, ce qui paraît logique avec un petit peu de recul. Darmanin n'a donc pas hésité à instrumentaliser cette histoire présumée de racisme anti-juif pour pouvoir accuser encore une fois la gauche et les musulmans. Darmanin ne rend des comptes qu'à ceux qui lui demandent de prendre encore plus de pouvoir. Mais moi je pense qu'en plus de tout ça, c'est que le gouvernement est globalement totalement dépassé. Dépassé par les gilets jaunes, dépassé par le Covid, dépassé par le mouvement retraite, par la guerre en Ukraine, dépassé par l'inflation, par les révoltes des quartiers et encore aujourd'hui dépassé par la guerre en Palestine. Leur conception aujourd'hui en tant que dépassés, c'est pas tant de vouloir changer les situations que juste d'en tirer profit et d'abord d'un point de vue de l'intérieur. Ils doivent saisir les opportunités qui sont face à eux pour renforcer la répression et le contrôle de la société dont ils savent qu'elle peut à tout moment exploser. Ils profitent de situations de forte émotion pour pouvoir passer de nouvelles lois, pour pouvoir dire de nouvelles choses qu'ils ne pouvaient pas dire avant. Et quand il va y avoir des révoltes, et ça va pas tarder, contre le gouvernement français, ils vont utiliser ce nouveau discours et ces nouvelles lois pour pouvoir se renforcer dans le pouvoir, pour pouvoir réprimer plus facilement et du coup maintenir en place des lois et une politique toujours en faveur des plus riches, en faveur des grandes multinationales. Aujourd'hui, plus le pouvoir de l'État français est fort, plus la contrainte qui est capable d'imposer les multinationales à notre société est forte. Et cette contrainte-là, évidemment, ils savent littéralement en tirer profit. Et pour réaliser cet exploit, la bourgeoisie française utilise une très dangereuse arme qu'elle a à sa disposition et dont elle abuse aujourd'hui largement. À défaut de pouvoir encore nier les crimes de l'État israélien et nier l'urgence de les arrêter, les faux journalistes, éditocrates et autres chiens de garde associent chaque action, chaque parole contre la politique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme, en organisant entre macronistes et RN une très clivante manifestation contre l'antisémitisme, histoire de faire durer encore la polémique pour ne pas parler d'autre chose, le tout dans une navrante surenchère médiatique permanente aux plus idiots. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Moi, ça me choque terriblement. Je comprends pas que tu puisses dire, toi, Gilles Verdez, que le mot « camp » ne te choque pas. Le camp, ça renvoie directement au camp de concentration. Au point où il y a même des sénateurs qui proposent d'interdire la critique de l'État israélien au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais qu'on est rentré dans une séquence où tout, même le plus abject et le plus stupide, peut être dit. Alors pourquoi c'est dangereux ça? Parce qu'il n'y a rien de pire en termes de développement du racisme contre les juifs que de les associer de manière inconditionnelle à l'État israélien. En faisant ça, chaque horreur commise par cet enfoiré de criminels de guerre de Netanyahou devient un poids à porter pour chaque juif. Ce qui est idiot, bête et stupide. Ce qui concerne l'État israélien concerne juste
l'État israélien. Mais cet amalgame permet justement à cet État israélien de se protéger, parce que le critiquer serait critiquer les Juifs, parce que manifester contre lui serait manifester contre les Juifs. Comme c'est pratique et surtout comme c'est cynique. Madame, monsieur, l'antisémite qui avait défilé samedi soir place de la République, à vous, qui qualifiez de crime de génocide l'incroyable et délicat déploiement des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Madame, monsieur l'antisémite, ce juif a une armée, il est apte à se défendre et il a le droit et le devoir de se défendre. Chers antisémites de tous bords, ne vous cachez plus derrière les soi-disant colons, derrière le soi-disant gouvernement de droite de Netanyahou. Quant au gouvernement français, la question à régler, en fait, c'est celle du racisme anti-juif finalement, pas celle de la politique de l'État israélien, pas de leur alliance avec l'État israélien, pas de leur responsabilité par rapport à cette guerre. Non, tout ça, c'est du passé, on n'en parle même pas, c'est juste la question du racisme anti-juif qu'il faut conclure, toujours de la même façon, par plus de répression et plus de pouvoir pour l'État. L'antisémitisme est utilisé politiquement de cette façon. Et encore une fois, c'est une bêtise sans nom de faire ça. Le sang sur les mains des gouvernements israéliens et du Hamas reste sur leurs mains. Point barre. C'est eux qu'il faut juger et personne d'autre. Mais cette confusion est créée pour que personne aux responsabilités ne rende des comptes, pour que personne de ceux qui possèdent tout n'assume leurs crimes. Donc cette association entre juifs et État israélien existe socialement parce que tu as des cons pour la répéter en boucle. Et de l'autre côté, t'as des tas de gens qui voient sur leur fil d'actualité des vidéos des atrocités commises par l'État israélien, qui sont moqués par les éditocrates français et niés par les politiques français. Et vu que trop rares sont les médias et les politiciens qui parlent bien des violences de l'État israélien, en fait, les horreurs de cette guerre de Netanyahou, elles sont diffusées largement sur les fils Telegram et Twitter, gérés notamment par le Hamas, qui n'ont même pas besoin de mentir pour convaincre de l'horreur de la situation. Sauf qu'eux ne font pas la distinction non plus entre les civils et les gouvernants, entre les juifs, les israéliens et les dirigeants. Pour eux, ce sont tous des colons qu'il faut bombarder, comme pour l'État israélien, les Palestiniens ne sont que des terroristes qu'il faut aussi bombarder. En réalité, la propagande de guerre du Hamas ne fait que retourner la propagande de guerre israélienne pour aussi fuir leurs responsabilités de la gestion politique de Gaza depuis leur prise de pouvoir et surtout de l'attaque du 7 octobre qui a massacré des Israéliens pour aboutir au final au massacre des Palestiniens. Ils utilisent eux aussi les morts et l'impasse politique totale de la situation pour se maintenir au pouvoir. Et un jour, si ce n'est pas déjà le cas au moment où cette vidéo va sortir, des personnes vont constater l'impunité totale de l'État israélien. Une impunité choisie et construite par les médias français et par l'État français. Des personnes vont prendre au cœur les insultes méprisantes des faux journalistes à la télévision, va voir que rien dans l'État français ne bougera pour arranger la situation, va voir la police envoyée contre les manifestations pacifiques, la lutte contre l'antisémitisme être utilisée de façon cynique par les pires politiciens mythomanes, des personnes qui vont vouloir malgré tout agir et vont prendre au pied de la lettre la confusion entre l'État israélien et les Juifs pour, à défaut de s'en prendre à des puissants imprenables, s'en prendront à des faibles, s'en prendront à un Juif puisque Netanyahou est intouchable. Chose que l'État français, les médias français et les puissants français relayeront en permanence pour justifier encore plus leur soutien à l'État israélien et à la répression contre les musulmans français. Un racisme anti-musulman qui sera relayé partout dans la société par d'autres racistes du même poil, médiatisés sur CNews et compagnie, ou même localement dans des actions concrètes avec des attaques contre des musulmans qui nourrira à leur tour des attaques contre les juifs et ainsi de suite. Voilà comment le racisme anti-juif et le racisme anti-musulman est développé par la lâcheté médiatique, surtout de la télévision et de la radio, puis utilisé par des opportunistes à la tête de l'État. La guerre de civilisation, encore une fois, il n'existe pas, mais ils feront tout pour la créer. Et pour ça, ils saisiront toutes les opportunités. Ils nous préfèrent fracturés et en guerre entre nous, plutôt que unis contre eux, bien évidemment. Et eux, ils ont les médias et l'audience pour créer cette discorde-là, pour l'affirmer jour après jour. Et puis, dans ce petit jeu-là, tu as Macron qui essaye de rafler la mise. Je vais t'expliquer la stratégie. Tu as d'un côté un camp médiatique qui font de la surenchère de bêtises pour défendre de la façon la plus crasse possible le gouvernement israélien. Et de l'autre, tu as ceux qui dénoncent la guerre contre la Palestine et qui ont aussi avec eux aujourd'hui la réalité de la souffrance des Palestiniens et les analyses des grandes organisations internationales, un groupe qui avance petit à petit leurs idées avec ce truc phare qui est le cessez-le-feu pour arrêter le massacre. Donc Emmanuel Macron va essayer de prendre une position médiane
pour essayer, comme je vous le disais, de rafler la mise. Macron va déjà prendre position pour les civils palestiniens, organiser une conférence pour la paix où il appellera à un cessez-le-feu humanitaire. Il envoie de la nourriture au poste frontière de Gaza et même un bateau hôpital pour pouvoir soigner les civils palestiniens, tout en dénonçant sans ambiguïté le Hamas comme une entité terroriste et en maintenant son soutien à l'État israélien, en répétant partout qu'ils ont droit de se défendre. Au début, il a répété la propagande de l'État israélien quand le choc du massacre du 7 octobre était encore bien présent, puis il a laissé l'opinion publique se gagner à l'idée d'un cessez-le-feu avant de proposer concrètement des solutions pour ce cessez-le-feu-là. Des bateaux, une conférence, de l'aide humanitaire, chose que la France insoumise, bien évidemment, ne peut pas faire, vu qu'eux, ils n'ont pas de navires de guerre et d'État qui répondent à leurs ordres. Du coup, forcément, ils ne peuvent pas le faire. La France insoumise, qui a milité des semaines pour faire gagner ces mots-là, cessez-le-feu, n'a aujourd'hui plus grand-chose à dire au coup de communication d'Emmanuel Macron, qui le fait d'une certaine façon mieux qu'eux. Et oui, parce que c'est des coups de com', parce qu'en fait, le bateau qu'il a envoyé pour sauver les Gazaouis, là, il est vide, sans capacité de soigner qui que ce soit. La conférence pour la paix, évidemment, comme les autres idées semblables qu'il a mises en place dans le passé, ça ne donnera absolument rien. Et l'aide humanitaire envoyée reste bloquée à Rafah, comme le précise l'OMS, donc sous contrôle de l'armée israélienne. Donc là encore, ça ne change rien. Mais c'est avec ces symboles et ces annonces que politiquement Emmanuel Macron tente de marquer des points et de faire un peu une prise de judo à la France insoumise, en laissant ses sbires racistes faire le sale boulot pour que lui se présente comme finalement un bon entre-deux entre la France insoumise d'un côté et les racistes de CNews de l'autre, une espèce de centre raisonnable, le macronisme quoi. Donc en fait, l'État français accumule les actions symboliques non contraignantes, alors qu'il pourrait faire des sanctions économiques contre l'État israélien, entamer des démarches sur la Cour pénale internationale, remettre en cause les contrats d'armement et de renseignement signés avec les entreprises israéliennes, ou alors prendre la parole de manière internationale pour expliquer le conflit et dépasser les différentes propagandes de guerre. Mais non, il ne fait rien de tout ça. Globalement, il s'agite et laisse les milliardaires s'enrichir sur une guerre pendant que lui fait des coups de politicard à 3 bandes méprisables pour essayer de gagner des points politiques. C'est tout ce qu'il fait. La guerre fait des ravages et nous, ce qu'on voit à la télé, c'est des pitres qui gesticulent. C'est tout. Et le temps que les médias, dans leur complicité, dénouent avec leur langueur habituelle ces mensonges et commencent à analyser un petit peu la politique d'Emmanuel Macron et de la juger sur ses conséquences, et bien quand sera arrivé ce moment-là, évidemment, on sera largement passé à une autre polémique, à une autre guerre, à une autre crise. D'autant que chaque information à la télévision, surtout, a une durée de vie limitée, celle de l'audience qui baisse quand on s'habitue au même discours. Donc on sera très rapidement passé à autre chose sans que rien ne soit réglé. Et c'est un peu le résumé de toutes les crises qu'on vient de passer. Tu as vraiment l'impression d'être dans un cirque médiatique et qu'au final, ton indignation, aussi pure et forte soit-elle, est toujours récupérée par les mêmes connards. Vraiment, tu as une impression de lassitude. Vraiment, moi, j'ai une impression de lassitude et de dégoût assez fort, vraiment, quand je pense à tout ça. Bref, tant qu'on restera dans ce qu'on appelle le positionnisme, c'est-à-dire de demander au président de dire juste quelque chose, et bien en fait, il aura la situation en main. Et il condamnera tout ce qu'il faudra pour gagner des points politiques sans jamais contraindre ses alliés économiques. Le pouvoir, en général, profitera de ses émotions pour se renforcer et créer la guerre entre nous. Donc si on veut véritablement lutter contre la guerre et ses conséquences, il va falloir que nous agissions directement. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. L'un des gros enjeux pour les médias, et il faut absolument en avoir conscience, c'est de faire croire que nous ne sommes pas nombreux, alors qu'on est très nombreux en réalité. Et on peut le voir que ce soit sur Actu Réfractaire ou Canard Réfractaire directement, ou alors chez les copains genre Pas du Stream, ou globalement sur toutes les chaînes qui luttent contre la propagande de guerre, on voit que l'audience augmente considérablement. Car on constate tous ensemble en même temps qu'il y a un problème de traitement médiatique et on cherche à connaître la vérité et les bons raisonnements pour se sortir de là. Et du coup, les médias, ils sont un petit peu dans cette position où il faut quand même qu'ils invitent un petit contradicteur. Et d'habitude, le petit contradicteur se fait bouffer par les autres parce qu'il a des petits arguments face à plein qui ont des arguments un peu plus gros. Sauf que là, c'est tellement facile est tellement évident de contrer la propagande israélienne que même le tout petit contradicteur, à chaque fois qu'il prend la parole, il n'a qu'à déballer les arguments qui lui sont offerts et de faire une masterclass à chaque fois. Il n'y a qu'à voir les prises de parole de Bassem qui ont réalisé des millions de vues ou même des chroniqueurs de TPMP. Plus ils s'enfoncent dans le ridicule, plus on les dévoile, plus on les décrédibilise et plus on peut prendre la parole. Et il ne s'agit pas simplement de lutter contre la propagande de guerre, ça c'est la première étape. La seconde, c'est de lutter contre la guerre elle-même. Et ça aussi, ça se fait. Il y a des manifestations partout, partout, partout et partout
dans le monde contre la guerre, et ça malgré la propagande de l'État israélien. Des marches sont organisées partout, y compris en France où l'État fait tout pour intimider et criminaliser, pendant que les médias sous-estiment le nombre de manifestants pour nous décourager. Mais on est là, nombreux, et maintenant on sait qu'ils nous mentent. Il y a des rassemblements, y compris en Israël, devant la maison de Netanyahou, pour réclamer une autre stratégie pour les otages que la guerre totale. Il y a des conférences qui sont organisées, mais aussi des occupations comme au Japon. Et il y a un immense enjeu, parce que vous savez que derrière les guerres, il y a le profit des marchands de canons, et du coup, un petit peu partout dans le monde, tu as des actions qui se font contre les industriels de l'armement. En Californie, tu as des gens qui ont tenté de bloquer un bateau sur le départ pour Israël qui contenait des armes pour l'armée israélienne. Tu as en Angleterre des blocages d'usines d'armement qui sont organisés. Tu as en Belgique des appels de syndicaux unitaires pour appeler les travailleurs à ne pas livrer les armes. Tous ces militants partout dans le monde nous prouvent que nous pouvons agir contre la guerre, et ça sans jamais à aucun moment s'en remettre à Macron et à sa bonne volonté. Tout ça juste au prix d'une petite organisation. En réalité, la crise économique, elle est mondiale et elle frappe tout le monde, d'accord? Elle remet en question tous les gouvernants. Ce qui fait que les gouvernants ne veulent pas voir se créer partout des mouvements anti-guerre si forts qui pourra rassembler toutes les colères partout et en même temps. Du coup, dans cette chaîne, on vous le dit parce qu'ailleurs, on vous le dit pas, il y a de la résistance, cette colère, elle existe, il faut juste l'organiser. Sachant que les choses se recoupent, hein, ce sont les mêmes milliardaires qui se font du fric sur la vente d'armes et sur l'inflation, puis qui nous manipulent sur leurs médias, voulant par tous les moyens une guerre entre nous, les pauvres, pendant que l'État français organise ce pillage et ces guerres immondes. Donc, que les puissants complotent ces merdes, en vrai, ça se comprend. Il ne leur reste plus que ça puisque la crise économique les dépasse totalement. L'enjeu n'est donc pas là. C'est pas juste d'attendre que Macron soit gentil. L'enjeu, c'est de savoir comment on transforme notre colère, notre indignation et nos manifestations en un véritable mouvement anti-guerre capable, par exemple, de bloquer les industries de l'armement, capable de faire pression au niveau de l'État, capable de dépasser les discours à la con d'Emmanuel Macron, capable de nous rencontrer pour ne pas être manipulés par la télévision et petit à petit, crise après crise, mobilisation après mobilisation, de nous organiser suffisamment pour prendre en main ce fichu État et cette fichue économie pour décider quoi faire de notre société et changer les règles pour que nos vies ne soient plus décidées par ces tarés qui ne veulent que du fric et que du pouvoir, quitte à organiser des guerres. Une chose est sûre, la barbarie, nos dirigeants l'organisent et ils la feront perpétuer autant de temps que nécessaire. L'enjeu, c'est de savoir comment nous, on va s'y opposer. D'où l'enjeu partout d'organiser des collectifs contre la guerre larges qui permet à chacun d'entrer, de proposer des actions, d'organiser des actions pour qu'on puisse s'organiser entre nous. Et ça, ce sera l'objet d'une vidéo plus courte qui sera justement orientée sur les actions qu'on peut faire et comment les faire. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne du Canard Réfractaire si tu ne veux pas louper cette vidéo. Et pour rappel, encore une fois, si on peut tenir ce discours-là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes totalement indépendants et cette indépendance, elle a un prix, le fait qu'on puisse être financé par vous. Donc si ce travail te plaît et te semble important, n'hésite pas à nous financer, le lien est en description. Ça va nous permettre de continuer les vidéos sur Canard Réfractaire, mais aussi sur Actu Réfractaire, qui vous permet tous les jours de la semaine d'avoir un bulletin d'information indépendant et critique. Et évidemment, plus on aura les moyens de faire plus on fera plus. Plus égale plus, tu connais le truc. Et si vous n'avez pas les moyens, il y a toujours possibilité de nous soutenir en partageant les vidéos et en commentant ces vidéos-là. Sur ce, amis réfractaires, et ben à la prochaine.